Bonsoir à toutes et à tous. Le bateau ne présente pas d'avarie, il ne figure pas sur une liste noire, a assuré le DG du port d'Abidjan ce mardi. Le Zimrida a accosté dans la capitale économique où il a été ouvert à la presse nationale et internationale. Que s'est-il passé à Blocos le 1er janvier 2025 ? Une jeune personne est morte après une bagarre dans un bar, laissant tout son quartier dans les mois, vous verrez. Et puis c'est le retour au pouvoir d'un ancien président. Ce mardi, John Dramani Mahama est investi au Ghana. Je vous le disais, que s'est-il donc passé à Blocos le 1er janvier 2025 ? Une jeune personne est décédée après une bagarre dans un bar, laissant tout son quartier dans les mois. Le reportage de Mardoché Kwasi qui nous relate cet événement. Village de Blocos dans la commune de Cocody. C'est dans un bar, de cette ruelle appelée rue des Bars, que Joseph Conan, appelé affectueusement Jojo ou Joss, s'est rendu en compagnie d'un ami, le 1er janvier à 5 h du matin, pour prendre un pot. Cet ami, qui a requis l'anonymat, était au cœur de cette altercation, qui a conduit à la bagarre, puis au lynchage du défunt. Je me suis levé pour aller fumer au dehors et quand je suis rentré, la table sur laquelle nous étions assis, c'était vide. Et c'est mon ami qui m'appelle de venir m'asseoir à côté de lui. Donc, je me suis assis à côté de lui et il me montrait un jeune et il me disait que ce jeune lui a manqué de respect. Donc j'ai essayé de calmer mon ami. Il dit calme-toi, je viens, je vais causer avec ce gars que tu dis t'a manqué de respect. Donc c'est comme ça que je me suis levé et je parlais à l'oreille. Puis sur un bar, il y a trop de bruit, j'incline sa tête et il lui dit ah mais mon frère, je viens d'entrer. Et il y a mon ami qui dit que tu lui as manqué de respect. Il me dit, je suis qui? Je vais m'arrêter devant lui pour lui dire non, que mon ami lui a manqué de respect. Que de quitter devant lui. Les gens ont intervenu et dans ça, la bagarre a commencé. On a commencé à se taper jusqu'à ce qu'on sorte du bar. Mais c'est là j'ai constaté que mon ami aussi, ils sont en train de le taper. On a réussi à fuir jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la gare de Woro. Une fois à la gare des Woro de Blocos, l'ami anonyme est obligé de se séparer du défunt pour échapper à leurs adversaires de plus en plus nombreux et menaçants, espérant que son ami Joseph en fasse de même. Malheureusement, celui-ci n'a pas eu le temps d'en faire de même. Et c'est un autre jeune de la cité Sogefia, le quartier où il est né et a grandi, qui le découvre mal en point. Arrivé à la gare de Waro de Blocos, dès qu'on tourne, il descend automatiquement, il voit une foule. Il me dirige vers la foule pour savoir ce qui se passe. Arrivé vers la foule, il voit c'est un vieux père qu'il connaît, qui se nomme Jojo. Automatiquement, il vient vers lui et il me dit mon petit Yarius. Et ils sont tombés sur moi, ils m'ont frappé. Automatiquement, il a eu peur. Il ne maîtrise pas la situation, il y avait du sang dans sa bouche. Automatiquement, il a appelé, dès qu'ils sont arrivés, on a essayé de soulever le père Jojo. Il était encore en vie. On a essayé de soulever, mettre dans la voiture. Bon, moi aussi, je restais à Blocos. Personne ne le chien. Donc, si je venais à la maison rapidement pour me laver, me changer. Je suis en haut et attends que Jojo est décédé. Jojo a donc rendu l'âme alors qu'on le conduisait au CHU pour des soins. À la cité Sogefia à Cocody, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Les amis, voisins et proches étaient encore sous le choc et peinent à croire que cela soit arrivé à leur Jojo. Aux alentours de 9h, 10h, je reçois un coup de fil d'un petit frère du quartier m'annonçant la triste nouvelle. Et là, automatiquement, une grosse chaleur m'envahit, la tristesse m'envahit. Et non, je ne peux pas croire à ça parce que l'homme, Joss.com, Jojo, est un jeune sans histoire, plein de vie, plein de générosité. Qu'est-ce qui s'est passé ? La colère se mêle à la douleur chez les jeunes de la Sogefia et de Cocody Centre en général, qui réclament justice pour leurs amis et frères. Nous ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment calmer nos petits frères, pour ne pas que encore des vies se perdent, encore des bagarres éclatent. Nous sommes vraiment peinés, attristés. La douleur est très forte, mais on ne peut pas être actif, on ne peut pas se rendre justice soi-même. Qu'avec la chefferie, la police criminelle, des choses se fassent de concert pour mettre aux arrêts ces meurtriers, parce que c'est un meurtre pour nous. Du côté de la chefferie de Blocos, on appelle au calme et à la sérénité en attendant l'aboutissement de l'enquête menée par la police criminelle.
Je voudrais présenter d'abord mes condoléances à la famille éplorée et à toute la jeunesse de Cocody. C'est d'abord lancer un appel à l'apaisement. La chefferie de Blocos déplore ce genre de cas. Nous avons décidé d'aider la police à aller jusqu'au bout et retrouver tous les auteurs. Nous avons réuni d'abord tout le village. Nous leur avons donné l'information de ce qui s'est passé sur notre terre. Et nous avons dit à tout le monde que la chefferie de Blocos prendra toutes les dispositions pour retrouver les coupables et que la paix règne dans la commune de Cocody. Les parents de la victime, qui n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, ont porté une plainte contre X à la police. Les enquêtes sont donc en cours pour identifier et mettre aux arrêts les auteurs de ce crime. Dans l'actualité politique, Patrick Achille, l'ancien Premier ministre, a été nommé par décret présidentiel ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. L'annonce a été faite dans un communiqué officiel ce mardi, une décision qui intervient à seulement quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain dans le pays. Et toujours en politique, le PPACI réclame une évaluation des différentes phases du dialogue politique. L'information a été portée par son secrétaire général au cours d'un point de presse animé ce mardi, comme nous le rapportent Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a tenu un comité central samedi dernier. Face à la presse, ce mardi, le secrétaire général et porte-parole du parti a présenté les grandes lignes de cette rencontre. Parmi les résolutions, le Parti des peuples africains souhaite des assises pour une évaluation des différentes phases du dialogue politique qui se sont tenues en Côte d'Ivoire. Le gouvernement se gargarise souvent d'être ouvert au dialogue et d'avoir organisé plusieurs phases de dialogue. Le PPACI, à travers le comité central, estime que le moment est venu, au travers d'une assise, de faire le bilan de ce dialogue. Outre ces questions, la présidentielle de 2025 était également au centre de la rencontre. Une stratégie électorale a été adoptée, mettant en exergue la candidature de Laurent Gbagbo à ce rendez-vous électoral. Il s'agit, pour l'élection 2025, pour le PPACI, il s'agit de garantir la victoire pour redonner vie et espoir à la Côte d'Ivoire. Pour cela, il y a des défis à relever par la lutte. Ces défis sont de trois ordres. Obtenir l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Obtenir la refonte de la commission électorale indépendante. Obtenir l'audit de la liste électorale. Le PPACI annonce de nombreuses actions et rendez-vous ce mois de janvier dans l'optique de la mobilisation pour cette année électorale. C'est une prouesse médicale et historique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville où deux sœurs siamoises ont été séparées avec succès grâce aux médecins de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en partenariat avec l'ONG La Chaîne de l'Espoir et le soutien de la fondation Children of Africa. Hier, les différents spécialistes de l'hôpital Mère-Enfant ont détaillé cette délicate opération chirurgicale effectuée pour la toute première fois en terre ivoirienne. Le reportage de Nadja Edja et de Zécré Joseph. Ce regard entre mère et fille traduit la résilience et l'espoir d'une jeune dame qui, au 7e mois de grossesse, a une nouvelle des plus inattendues. La nouvelle, ça a été une surprise. Et le monsieur, il m'a dit vraiment, madame, ce que vous attendez, il faut vous rendre immédiatement à Mère-Enfant parce que l'hôpital est grand, ils ont des accessoires pour vous aider à accoucher. Comme indiqué par les échographies prénatales, les bébés qu'elle porte naissent collés le 10 juin 2024. Mais au lieu de se laisser abattre, cette mère restait ferme dans la prière, soutenue par son conjoint et ses parents. J'étais un peu étonnée parce que je n'ai jamais vu, mais je suis restée en prière. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Aujourd'hui, Marie-Dominique et Grâce-Dominique peuvent avoir une vie autonome, chacune de son côté. Une prouesse médicale réalisée au sein de l'hôpital Mère-Enfant de la première dame Dominique Ouattara le 13 décembre dernier. Au niveau de l'opération, rien. Je n'ai pas dépoussé 5 francs.
tout frais payé. Ma femme était nourrie ici depuis, ça fait près de 2 mois en attente de l'opération. En tout cas, vraiment, je n'ai pas payé 5 francs. La première dame, je ne sais pas comment lui dire, c'est quel mot je vais dire pour qu'elle soit contente, que je suis contente même de lui dire merci. Merci à toute l'équipe. Chacun a joué son rôle. Désormais pleine de vie après cette intervention chirurgicale, les 2 sœurs de 7 mois ont été visitées ce lundi 6 janvier par la première dame, Dominique Ouattara. Elle est mignonne, hein? À ses côtés, le ministre de la Santé. Ce qui vient d'être réalisé aujourd'hui montre bien que la santé progresse en Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment, Madame la Première Dame, vous dire infiniment merci. Et grâce à la coopération que nous avons vue, nous pensons que nos professionnels pourront vraiment assumer les charges qui sont les leurs, même dans des cas complexes comme ce que nous venons de découvrir. Cheville ouvrière de cet hôpital de référence, la Première Dame s'est réjouie de cet accomplissement. Je viens de voir nos 2 petites siamoises, Marie-Dominique et Grâce-Dominique. En plus, elles portent mon nom. Donc, vous pouvez imaginer la tendresse que je peux avoir pour elles, en plus de leurs problèmes de départ. Elles ont pu être séparées dans toutes les règles de l'art. Donc vraiment, je suis très heureuse. J'ai été les voir tout à l'heure, elles sont toutes mignonnes. Elles m'ont fait des sourires, comme si rien ne s'était passé. Donc je voulais dire merci. Moi, je suis très fière de mon hôpital, de mes médecins ici. Ils font un travail formidable et je voulais vraiment leur dire que je suis très, 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 très fière. En plus de cette opération réussie, l'hôpital mère-enfant de Bingerville pourra bientôt procéder à des opérations à cœur ouvert d'enfants grâce à l'aile de chirurgie pédiatrique cardiologie en cours de construction. Je vous le disais en titre, le Zimrida a accosté dans la capitale économique. Ce navire qui transporte près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium a été ouvert à la presse ce mardi. Les autorités ont assuré qu'il ne présentait aucune menace. Le reportage de Moussa Nikema et de Kimo Eric. Arrivé au port autonome d'Abidjan ce mardi, le navire Zimrida ne représente aucun danger après une inspection minutieuse des experts. Cette visite, initiée par la direction régionale du port, vise justement à rassurer les Ivoiriens qui s'étaient alarmés à l'annonce sur les réseaux sociaux de la présence d'une cargaison de produits dangereux, notamment du nitrate d'ammonium avarié au large des côtes ivoiriennes. Ce navire que vous avez vu, c'est bien le Zimrida, ce n'est pas le Ruby. Le Ruby qui a été le premier navire qui a chargé la cargaison et qui a subi des avaries en mer. Évidemment, suite à des tempêtes, tout navire peut subir des avaries. Mais il se trouve que, concours de circonstances, le Ruby est un navire russe et l'Union européenne sanctionne les navires russes qui ne peuvent rentrer dans aucun port européen. Cela a justifié que le Ruby est erré pour ne finalement être reçu que dans un port anglais qui n'est pas dans l'Union européenne. Et comme il était en panne, le propriétaire de la marchandise a demandé à mettre sa marchandise sur un autre bateau, qui est le Zimrida, qui est sain et sauf et qui est au port d'Abidjan aujourd'hui et que vous venez de visiter les cales. Selon Yancier, le pays n'est pas à sa première réception de ce type de produit. Il rassure que les vérifications de sécurité sont effectives. Si vous avez pu voir ces navires dans le port, sachez que, comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DEGAMP, qui est la Direction des affaires maritimes et portuaires. Ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium qui est un intrant pour les industries agricoles, les engrais notamment, et pour le secteur minier et routier, dans le cadre des explosifs qui servent à faire le terrassement. Et le port d'Abidjan, depuis des années, des dizaines d'années, reçoit régulièrement le nitrate d'ammonium pour les besoins des industries locales. En 2024, nous avons reçu une trentaine de navires du type de ce qui est derrière vous. Une trentaine de navires qui sont passés par le port d'Abidjan en 2024 pour un volume global de plus de 40 000 tonnes. Après Abidjan, le Zimrida continuera sa course en Angola et en Tanzanie. Cette crise au port autonome d'Abidjan fait suite à une information livrée par le lanceur d'alerte Jean-Christian Conan sur les réseaux sociaux, évoquant la dangerosité des produits transportés et leur caractère explosif, rappelant ainsi la catastrophe de 2020 au port de Beyrouth, au Liban. Depuis cette annonce, les Ivoiriens étaient saisis de crainte et d'inquiétude qui finalement se dissipent après l'inspection du bateau.
Au Ghana voisin, c'est le retour au pouvoir d'un ancien président. Ce mardi, John Dramani Mahama a été investi en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le vice-président ivoirien Tiemoko Melie Koné. Une investiture dans un contexte économique difficile. Les Ghanéens placent leurs espoirs dans la nouvelle administration. Les précisions de Cheikh Raïs. C'est devant une foule enthousiaste, rassemblée sur la place de l'Indépendance à Accra, que John Dramani Mahama a prêté serment en tant que 14e président du Ghana. Cette cérémonie solennelle a vu la présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le vice-président ivoirien Tiemoko Melie Koné, qui représentait à l'occasion le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un retour au pouvoir, puisqu'il a dirigé le pays de 2012 à 2017. Élu avec 56,5% des voix, lors des élections du 7 décembre dernier, Mahama succède à Nana Akufo-Addo, dans un contexte économique particulièrement difficile. Dès son discours inaugural, le nouveau président a réitéré son engagement à revitaliser l'économie ghanéenne. Par ailleurs, Mahama a dévoilé la composition d'une équipe dédiée à la lutte contre la corruption, dirigée par le député Samuel Okudzeto Ablakwa. Cette initiative vise à enquêter sur les cas de corruption présumés et à récupérer les fonds détournés dans le but de restaurer la confiance du public envers les institutions. Les attentes sont immenses, mais John Dramani Mahama semble déterminé à répondre à l'appel. Entre redressement économique, lutte contre la corruption et réformes structurelles, son mandat sera scruté de près par une population en quête de solutions concrètes. Le défi est immense, mais il porte en lui l'espoir d'un Ghana uni et prospère. En France, la figure historique de l'extrême droite est morte. Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans. Père de Marine Le Pen et figure controversée, il aura marqué la 5e République française. Les détails de Cheikh Raïs. Jean-Marie Le Pen s'est éteint ce mardi 7 janvier à Garches dans les Hauts-de-Seine, à l'âge de 96 ans. Sa famille a annoncé son décès, précisant qu'il est parti entouré des siens. Sa disparition intervient alors que sa fille Marine Le Pen continue de porter l'héritage politique familial, avec des ambitions présidentielles, affirmées pour 2027. Le décès de Jean-Marie Le Pen marque la fin d'une époque pour l'extrême droite française, laissant derrière lui un héritage politique controversé et une influence durable sur la scène politique nationale. Né le 20 janvier 1928 à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, Jean-Marie Le Pen s'engage très tôt en politique. Après des études de droit, il participe aux guerres d'Indochine et d'Algérie en tant que parachutiste. En 1972, il fonde le Front National, parti d'extrême droite, prônant le nationalisme et la lutte contre l'immigration. Les réactions politiques affluent suite à l'annonce de sa mort, reflétant la polarisation qu'il a suscitée tout au long de sa carrière. Marine Le Pen, en déplacement au Kenya, a appris la nouvelle lors d'une escale et devrait faire une déclaration officielle dans les prochaines heures. Jean-Marie Le Pen laisse derrière lui une famille profondément impliquée en politique, avec sa petite-fille Marion Maréchal, également engagée dans la vie publique, perpétuant ainsi l'influence du clan Le Pen sur la droite française. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen devraient avoir lieu dans les prochains jours, dans son fief de Montretout à Saint-Cloud, où il résidait depuis de nombreuses années. Et au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a démissionné, contexte dans cet élément de Cheikh Raïs. Après 3 mois de turbulences politiques, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé hier lundi sa démission, mettant fin à 9 années à la tête du pays. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. La date exacte de son départ reste incertaine. Le processus pour désigner un nouveau chef du Parti libéral du Canada pourrait s'étendre sur plusieurs mois. Même dans le cadre d'une transition rapide, Justin Trudeau devrait rester en poste pour assurer une période d'intérim. Une réunion cruciale du PLC est prévue mercredi pour lancer ce processus. La pression sur Justin Trudeau était devenue insoutenable ces dernières semaines. Des voix critiques, y compris parmi ses alliés, réclamaient son départ, notamment après la démission du vice-premier ministre
Chrystia Freeland, le 16 décembre 2024. Le Parti libéral en pleine crise atteint aujourd'hui un niveau historiquement bas dans les sondages, à seulement quelques mois des élections législatives, prévues pour octobre, au plus tard. Justin Trudeau qui a donc annoncé sa démission. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente année 2025 à toutes et à tous. Paix sur la Côte d'Ivoire.